La tâche A a une marge totale de 0, la tâche B a une marge totale de 9, la tâche C a une marge totale de 1, et puis D a une marge totale de 8, et la tâche E n'a pas de marge totale, ou sa marge totale est nulle. Les tâches A et E sont les tâches critiques puisque les marges sont nulles. Deux tâches critiques, ce sont les tâches A et E. Et par conséquent, le chemin critique est donné par la succession de ces tâches. Donc, j'ai ici voilà, c'est le chemin critique, le chemin qui contient les arcs A et E, qui sont les seules tâches critiques du réseau pair. Pour la tâche A, la marge libre, c'est x2 moins x1 moins la durée de la tâche. x2 moins x1 moins la durée de la tâche. Donc 10 moins 0 moins 10, ça fait 0. Donc je mets ici 0. Pour la tâche B, pour cette tâche, la marge libre, c'est 10 moins 0 moins 2. Ou encore, x3 moins x1 moins la durée de la tâche 1, 3. Donc 10 moins 0 moins 2, ça fait 10 moins 2, ça fait... Pour la tâche C, la marge totale vaut 1, mais la marge libre pour la tâche C va valoir 16 moins 10 moins 5. 16 moins 10 moins 5, c'est 16 moins 15. Donc c'est pour la tâche D, dont la marge totale vaut 8, la marge libre sera 3 moins 0 moins 3. 3 moins 0 moins 3, ça fait 3 moins 3, ça fait 0. Et pour la tâche E, pour cette tâche, la marge libre va valoir 16 moins 10 moins 6, ou encore x5 moins x2 moins 6, ce qui donne la valeur 0. Alors, quelques remarques. Vous voyez que les marges libres sont toujours inférieures ou égales aux marges totales. Les marges libres sont toujours inférieures ou égales aux marges totales, et c'est normal puisqu'on a défini la marge libre comme la part de la marge totale qu'il faut utiliser pour ne pas affecter les marges totales des tâches suivantes. D'accord? C'est ça la marge libre. Et deuxième remarque, dans le calcul des marges totales libres, et puis dans quelques instants pour la marge certaine, je n'ai pas inclus les tâches fictives. J'aurais pu le faire. Par exemple, quelle est la marge totale de la tâche F1? La marge totale de la tâche F1, la tâche fictive F1, c'est 11 moins 10 moins 0. 11 moins 10 moins 0. Je fais 11 moins 10 moins 0 qui fait 1. La marge libre de cette tâche fictive, de la tâche F1, c'est 10 moins 10 moins 0. 10 moins 10 moins 0, ça fait 10 moins 10, ça fait 0. Donc pour la tâche fictive F1, la marge totale vaut 1 et la marge libre vaut 0. Et pour la tâche F2, la tâche fictive F2, donc je mets ici 2 et puis ici 2, mais il faut recalculer. J'ai 11 moins 3 moins 0. 11 moins 3 moins 0 est la marge totale de la tâche F2. Donc j'ai 11 moins 3 moins 0 qui fait 8. Et la marge libre de la tâche fictive F2, c'est 10 moins 3 moins 0. 10 moins 3 moins 0, ça fait 10 moins 3, ça fait 7. Maintenant, calculons les marges certaines. Pour la tâche A, pour cette tâche, nous calculons la marge certaine en faisant x2 moins y1, x2 moins y1, moins la durée de la tâche,
Et si cette valeur est négative, nous disons que la marge certaine est nulle. Si elle est positive, la marge certaine prend la valeur positive trouvée. Je reprends. Pour calculer la marge certaine de la tâche A, on fera x2 moins y1 moins la durée de la tâche, ici 10. Si on trouve une valeur négative, on dit que la marge certaine est nulle. Et si on trouve une valeur positive, la marge certaine prend la valeur positive. Pour la tâche A, j'ai 10 moins 0 moins 10. Donc 10 moins 10, ça fait 0. Donc j'ai ici 0. Pour la tâche B, pour cette tâche, j'ai 10 moins 0 moins 2. 10 moins 2, ça fait 8. Pour la tâche C, j'ai 16 moins 11 moins 5. 16 moins 11 moins 5, ça fait 16 moins 16, ça fait 0. Pour la tâche D, la marge certaine va valoir 3 moins 0 moins 3. 3 moins 0 moins 3, c'est 3 moins 3, ça fait 0. Et pour la tâche E, j'ai 16 moins 10 moins 6, qui vaut 16 moins 16, 0. Et vous avez la marge certaine qui est inférieure ou égale à la marge libre, qui est inférieure ou égale à la marge totale. Et évidemment, il faut que cette relation est toujours vérifiée. Elle doit être toujours. Voici donc le tableau pour le projet que nous voulons construire. Il est composé des tâches T, U, W, X, Y, Z, R et S. Les durées sont données dans la deuxième colonne. La tâche W va durer 4 unités de temps. La tâche R va durer 4 unités de temps. La tâche Y va durer 6 unités de temps. Et la tâche Z va durer 8 unités de temps, etc. Les prédécesseurs de chacune de ces tâches sont, pour la tâche T, néant, il n'y a pas de prédécesseur, l'ensemble vide. Pour la tâche U, aucun prédécesseur. Pour la tâche W, le seul prédécesseur est la tâche U. Et pour la tâche X, il y a deux prédécesseurs, deux tâches précédentes, qui sont les tâches T et W. Pour la tâche R, X et Y. Pour S, on a X, Y et R, etc. Et nous allons d'abord remplir la colonne des successeurs de chacune des tâches du projet. Et puis après, on mettra dans chaque niveau les sommets qui correspondent. Quels sont les successeurs de la tâche T? Pour trouver tous les successeurs de la tâche T, nous allons dans la colonne des prédécesseurs et nous cherchons la lettre T. J'ai ici T et je cherche, il n'y en a plus. Donc j'ai T que je relie au sommet correspondant à la même ligne. D'accord? T, et je regarde cette ligne, c'est le sommet X, donc j'écris X. La tâche X est le seul successeur de la tâche T. Pour trouver les successeurs de la tâche U, je regarde dans la colonne des prédécesseurs, j'ai U et j'ai U. Donc je vais repérer les lignes W, Y et R. U. Pour cette tâche, les successeurs sont W, Y et R. Donc j'écris W, Y. Pour la tâche W, j'ai ici W. Et donc, le seul successeur, c'est la tâche X. Pour la tâche X, j'ai X et X. X et X. Donc les successeurs sont Z et S. Z et S. Donc je marque Z puis S. Pour la tâche Y, j'ai Y et Y. Donc les successeurs sont Z et S. Donc je marque Z et S. Pour la tâche Z, je regarde dans la colonne des prédécesseurs. Je ne trouve pas la tâche Z et par conséquent, la tâche Z n'a aucun successeur. Cette tâche n'a aucun successeur. Et je considère la tâche R qui apparaît une fois dans la colonne des prédécesseurs, ici, et donc son successeur est la tâche S.
et je cherche les successeurs de la tâche S. En regardant dans la colonne des prédécesseurs, je ne vois pas la tâche S et par conséquent, la tâche S n'a aucun successeur. Et voilà, nous venons de remplir la colonne des successeurs des tâches de notre projet. Nous avons donc les prédécesseurs de chaque tâche et les successeurs de ces mêmes tâches. Donc les dictionnaires des prédécesseurs et des successeurs pour le projet que nous voulons analyser. Maintenant, trouvons les niveaux des tâches. Nous mettons dans le premier niveau toutes les tâches qui n'ont aucun prédécesseur. Nous mettons dans le premier niveau toutes les tâches qui n'ont aucun prédécesseur. Les tâches T et U n'ont aucun prédécesseur. Donc, je marque ici 1 et ici 1. Je fais un trait comme ça pour dire que les seules tâches qui apparaissent dans le niveau 1 sont les tâches T et U, puisque ces tâches n'ont aucun prédécesseur. D'accord? Et toutes les autres tâches ont un prédécesseur, ou au moins un prédécesseur, et par conséquent, elles n'apparaîtront pas dans le premier niveau. Et je vais dans la colonne des tâches pour rayer les tâches qui sont dans le niveau 1. Je vais dans la colonne des tâches pour rayer les tâches qui sont dans le niveau 1. Ce sont les tâches T et U. Et une fois rayées ces tâches, je vais dans la colonne des prédécesseurs, donc dans la troisième colonne, pour rayer les mêmes tâches. Donc j'ai T et U, je vais rayer U, je raye T, je raye U et je raye U. J'ai donc rayé les tâches T et U dans la colonne des tâches parce que ces tâches apparaissent dans le premier niveau et dans la colonne des prédécesseurs, j'ai encore rayé les tâches T et U. U, T, U, U. Toutes ces tâches ont été rayées parce que ce sont les tâches qui apparaissent dans le premier niveau. Je constate que toutes les tâches ne sont pas encore rayées. Les tâches W, X, Y, Z et R. Donc je recommence. Je vais dans la colonne des tâches. Et pour choisir les tâches qu'il faudra mettre dans le niveau 2, je vais regarder dans la colonne des tâches les tâches non rayées qui n'ont plus de prédécesseur, qui n'ont aucun prédécesseur. Je regarde parmi les tâches non rayées celles qui n'ont aucun prédécesseur. Par exemple, la tâche W n'a plus aucun prédécesseur. Puisque la tâche U a été rayée, W n'a pas de prédécesseur. Donc, je marque ici 2 pour dire que la tâche W sera dans le deuxième niveau. La tâche X a encore un prédécesseur qui s'appelle W. Donc, je ne l'inscris pas dans le niveau 2. Je passe. La tâche Y n'a plus de prédécesseur. Donc, je vais l'inscrire dans le deuxième niveau. La tâche Z a encore 2 prédécesseurs. La tâche R n'a pas de prédécesseur. Donc, je marque ici 2. Et la tâche S a 1, 2, 3 prédécesseurs. Donc, je ne marque rien. Donc, j'ai ça. Et les tâches W, Y et R, W, Y et R, qui viennent d'être inscrites dans le deuxième niveau, seront rayées de la colonne des tâches. Je vais rayer les tâches W, Y et R, puisque ces tâches sont désormais inscrites dans le deuxième niveau. Et une fois rayées les tâches W, Y et R du niveau 2, je vais dans la colonne des prédécesseurs pour rayer ces mêmes tâches, pour rayer les tâches W, Y et R. Alors, voyons, j'ai W, je raye, j'ai Y, je raye, j'ai Y, je raye, et j'ai R, donc j'ai rayé W, Y et R. Je regarde dans la colonne des tâches pour voir si toutes les tâches ont été rayées. Je vois que les tâches X, Z et S n'ont pas encore été rayées, donc je recommence. Je regarde dans la colonne des tâches, parmi les tâches non rayées, celles qui n'ont aucun prédécesseur. Quelles sont parmi les tâches X, Z et S qui n'ont pas encore été rayées? Celles qui n'ont aucun prédécesseur. Alors je regarde la tâche X, les tâches T et W ont été rayées, et par conséquent X n'a plus aucun prédécesseur, et donc X sera inscrit dans le troisième niveau. Donc